à une expérience ou des informations. Ah, c'est pas possible ça, que nous soyons les seuls à pas en avoir. Non, il y en a une, hein. Pierre, il y en a une. Alors, il y en a une qui s'est créée il y a je sais pas, 4-5 ans et qui essaye de trouver un écho, mais je sais pas. On les voit souvent dans les foires bio, dans les choses comme ça, là, un peu parallèles pour nous indiquer ce qu'ils font, quoi. Mais je sais pas trop où ils en sont exactement. Tu connais le nom? Non, je n'ai pas le nom en tête là. Eh bien, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est qu'une monnaie locale. Alors, expliquez-moi ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est une monnaie locale? Non. Les monnaies locales existent. Alors, on trouve, je veux dire, vous allez trouver plein de conférences sur YouTube, etc., de spécialistes tout à fait reconnus. Une monnaie locale, si vous voulez, bon, donc ça a été expérimenté d'abord dans les échanges des troïkas, c'est-à-dire que vous allez avoir un groupe. Alors aujourd'hui, en France, c'est beaucoup plus un territoire, hein. Par exemple la ville de Limoges, mais ça peut être aussi un quartier, ça peut être aussi une région, qui va créer sa propre monnaie. Alors, ce type d'entreprise était autrefois impossible, mais surtout peut-être impensable. En tous les cas, aujourd'hui, ce type d'entreprise est parfaitement légitime et légal, se répand énormément, c'est-à-dire que vous, cette monnaie locale va s'appeler, vous pouvez l'appeler n'importe comment, imaginons qu'elle s'appellerait le Limogeon. Prenons, je veux dire, un groupe qui crée le Limogeon. Donc, ce groupe, les acteurs de ce groupe vont donc aller chez tel et tel commerçant ou chez tel et tel paysan ou dans telle et telle entreprise et ils vont payer avec des limogeons. À partir du moment où effectivement l'entreprise s'est inscrite elle-même dans ce groupe. Et ce type, alors aujourd'hui, ce type d'initiative de monnaie locale est considéré comme un atout pour redynamiser en particulier les territoires régionaux en France. Alors les monnaies locales sont sorties de la crise, hein, réellement, et de l'Argentine, hein, puisque c'était le nom, le truquet, c'était le nom de ces monnaies locales. Hein. Mais elles se sont répandues partout maintenant. Enfin, je veux dire, vous avez là un modèle économique qui est, je veux dire, qui ne... Alors, il faut effectivement voir dans quelle mesure l'ensemble de ces monnaies locales, alors elles représentent bien sûr une fragmentation monétaire, hein, et ça, je vous renvoie aux travaux de Pépita Oudamed sur la fragmentation monétaire, et jusqu'à quel point, à un moment donné, je veux dire, puisqu'elles contestent de fait la souveraineté monétaire, jusqu'à quel point elles ne vont pas être un instrument de destruction de la monnaie comme garante de l'État. Mais là, on est en plein dans les processus de globalisation, hein. C'est ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'à partir du moment où l'État est affaibli et lui-même en perpétuelle évaluation, comme c'est le cas de la France, évidemment, il peut guère être le garant de sa monnaie, et la fragmentation monétaire est devenue un des symptômes de la globalisation financière. Et dernière question, et ces monnaies locales sont l'initiative d'associations, de mairies, de quoi? Non, pas du tout de mairies, d'associations. Hein. C'est des initiatives de base et qui s'institutionnalisent et, je veux dire, sont parfaitement légales. Hein. Mais là encore, hein, vous allez trouver énormément, si vous vous intéressez aux monnaies locales, ou si jamais d'aventure vous vouliez en créer une, vous pouvez, il y a toute une série de conférences sur YouTube avec un spécialiste de ces monnaies locales, voilà. Mais c'est très intéressant, hein, parce que ça fait partie du monde actuel. Hein. Donc on ne peut pas rester sur des schémas anciens. D'autres questions? Oui, ce dont on a éventuellement entendu parler quand il n'y a pas de monnaie, c'est les systèmes d'échange. Voilà, les échanges de savoir, c'est-à-dire, bon, pour éviter, quand je n'ai pas de capacité monétaire, de me procurer certains services, je peux envisager de donner ce que je sais faire contre ce que tu sais faire, ou ce que tu as produit. Et ce système est né dans les années 90 en particulier, et a gagné progressivement des localités. Hein. Donc ça peut être relayé par des associations en disant,
apportez ce que vous savez faire, et je ne sais pas, quelqu'un va dire, ben voilà, moi je sais m'occuper des plantes, je sais entretenir un jardin, mais en revanche, je ne peux pas me procurer tel ou tel type de service, y compris un service de, je sais pas, aussi élémentaire que de se couper les cheveux et de se faire la barbe, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Et sur cette base, en effet, l'idée est, par le troc, d'entretenir aussi des relations de proximité, des relations sociales non monétarisées. Voilà. Donc ça a fait partie d'un tout petit segment de l'économie sociale et solidaire. Et l'autre bout qu'on a éventuellement entrevu aussi, c'est effectivement le moyen dont cette économie s'est dotée le jour où elle s'est tournée vers des collectivités locales, municipalités, départements ou autres, en disant, voilà, ce que nous voulons développer, ce sont des types d'activités de services qui ne doivent pas, au fond, être développés sur la base du critère strict du marché. Ils ne seront pas utilisés s'ils coûtent véritablement le coût du marché. Il faut que les collectivités les fassent vivre. Là, on peut imaginer les services à la petite enfance, on peut imaginer les services aux personnes âgées, etc., en disant cette économie sera sociale et solidaire si, et seulement si, l'État ne peut pas à lui seul, bien sûr, les fournir. Donc, s'il y a une partie de bénévolat, combinée avec une partie marchandisée, on achète quand même bien un service, mais pas au coût du marché, puisque l'État le relaye. Alors, il y a une partie du travail qui n'est pas comptée, le bénévolat, une partie du travail qui est au fond public, en quelque sorte, puisque l'État ou les collectivités le rémunèrent, et une partie qui est marchandisée, au sens où il a tout de même un coût. Mais ce coût est tellement diminué qu'on considère qu'on crée là une alternative à la fois au marché et au public, une espèce d'entre-deux. Donc je crois qu'on voit qu'il y a une diversité de formes là derrière, hein, qui sont soit le remplacement de la monnaie alternative, la petite monnaie, la monnaie locale, soit la combinaison, le caractère mixte, hein, ce que défend la ville de façon très normative en disant voilà, c'est quasiment le seul moyen de sauver, on pourrait dire, la part de l'État, c'est de dire qu'à lui tout seul il ne peut pas, et que précisément il faut lui injecter du non monétaire, du travail gratuit. Et je mentionnerai encore une fois la question du genre là-dedans, parce que, bien entendu, ce sont des services, et souvent des services à la personne, et souvent des services dans lesquels on retrouve le continent du travail non monétarisé, non rémunéré, c'est le travail des femmes, le travail domestique, le travail de soins, le travail de soins d'autrui, hein, qui a été depuis fort longtemps dans l'histoire de l'humanité la part du travail qu'on ne compte pas. En tous les cas, qu'on ne transforme pas en équivalent monétaire. D'ailleurs, si on le fait, et toutes les études féministes qui l'ont tenté depuis maintenant au moins une 40-50aine d'années, montrent qu'on fait sauter la banque. C'est-à-dire, évidemment, nous n'avons pas de quoi remplacer ce travail-là. Donc ce qui nous manque, ça n'est pas le travail, bien entendu, ce qui nous manque, c'est l'emploi. C'est pas la même chose, là, en l'occurrence, hein, puisque on voit qu'on s'adosse et on va récupérer, si j'ai envie de dire à nouveau, hein, une part de travail qui est toujours là, de manière intemporelle, il est là. Hein. Une des questions d'ailleurs est de savoir si les hommes y contribueront, parce que précisément, comme il n'est pas monétarisé, qu'on ne le valorise pas au sens de la valeur qu'on lui donne par la monnaie, mais que ce travail néanmoins est absolument fondamental, hein, on voit que se cherche une sorte de réagencement de la répartition du travail global entre les hommes et les femmes, derrière aussi ces questions. Moi j'aurais du coup une question, parce que dans cette intervention que je trouve absolument passionnante, on dit regarde de loin, mais au fond on regarde sur nous, parce que si on pense à une échelle planétaire, on ne peut pas dire que ce soit un regard de loin. J'ai envie de dire, on est vraiment complètement dedans, même si on se regarde de la Chine ou de l'Asie, ou de ce changement d'échelle formidable qui fait que l'Europe se rétrécit, la France devient un point, et n'importe quel bourg, entre guillemets, chinois, pèse plus lourd que beaucoup de nos capitales régionales. J'ai envie de dire, Limoges, Rennes, vu de la Chine, ce sont des villages. Nous sommes des villages. Puisque les villes secondaires, dont aucun d'entre nous n'a réussi à mémoriser le nom, font 3 millions d'habitants.
4 millions d'habitants. Bon, bref. Ma question, c'est plutôt sur, au fond, moi j'ai beaucoup... je suis absolument fasciné par la dimension critique dont est porteuse cet angle de lecture et cette intervention, mais en même temps, comment peut-on, du coup, si je pousse l'anthropologue à un discours normatif, trouver un chemin? Puisque derrière l'apologie du don, je suis absolument d'accord, il y a un piège qui est justement la réutilisation de la solidarité, de la gratuité, du don par le marché. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que les plus grands porteurs de la théorie du don maintenant sont des managers. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est que les gestionnaires sont des vendeurs de dons. Hein. C'est même eux qui, de façon presque incroyablement éhontée, se lâchent en disant qu'ils en sont les porteurs. C'est eux qui diffusent la doctrine, si on peut dire, du don. Mais si du coup on fait ce constat, il n'y a pas d'étanchéité, il n'y en a jamais eu d'ailleurs, entre la part de la gratuité et la part du marché. Comment peut-on maîtriser en même temps justement cette confusion? Comment peut-on orienter au fond notre destin collectif armé de cette conscience? Hein, avoir conscience que l'appel au don, l'appel à la gratuité, la solidarité, tout ce qui a un côté un peu bisounours dans le discours qui nous est servi sur ce que nous devrions faire, est un piège en quelque sorte. En tout cas, quelque chose qui est mal pensé, qui est pensé de travers. Parce qu'on crée une étanchéité qui n'a jamais existé et qui aujourd'hui d'ailleurs est en quelque sorte presque contaminante. Hein. C'est un piège. Donc comment faire? Alors une des réponses qui est donnée, mais qui était un peu implicite, c'est quand même tout ce que vous avez dit à propos du rôle de l'État, ou à propos de la maîtrise, au fond, et notamment d'ailleurs de la maîtrise de la valeur de la monnaie par les États. On peut se demander, est-ce que c'est ça le chemin, c'est-à-dire de trouver le moyen de réinscrire de la citoyenneté, de restaurer de l'État, de restaurer de la citoyenneté politique, au fond de restaurer une promesse démocratique qui endigue ce mouvement qui n'a plus que deux pôles, la gratuité d'un côté, le marché de l'autre, mais où il n'y a plus l'État. Il y a quelque chose qui manque, qui est de l'ordre du politique. C'est un effondrement du politique. Donc, est-ce que c'est ça la voie que vous préconiseriez si je vous poussais dans votre retranchement normatif, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà. Oui, non, mais c'est une question qui est tout à fait centrale, hein, parce que j'ai bien conscience qu'effectivement, le discours que je tiens peut donner une apparence extrêmement hyper déterministe et en fait être un levier, une sorte de légitimation en fait pour ne rien faire ou pour ne rien tenter. Alors c'est pas du tout la perspective, que j'adopte hein, sur le fond. Je veux dire, d'un côté, ne pas être dupe ne veut pas dire ne rien faire. Hein. Je veux dire, alors je suis pas du tout non plus nostalgique de l'État, parce que je veux dire être nostalgique de l'État, c'est impensable. Je veux dire, je crois qu'on est dans un processus qui peut absolument pas être arrêté. Donc on peut pas chercher des voies, des chemins, on peut absolument pas les chercher dans le passé. En revanche, je veux dire, si j'ai donné le sentiment de jeter l'opprobre en fait sur ces initiatives, véritablement très loin de ce que je voulais dire. Je pense que ces initiatives sont toutes intéressantes, mais toutes doivent être accompagnées d'un regard critique. Je pense qu'il faut toujours inventer de nouveaux chemins, de nouvelles initiatives à la base, mais éviter au maximum d'être dans la croyance.
Parce que la croyance, c'est véritable. Enfin, la croyance. En fait, je dirais ça tout de même de manière générale. La croyance, c'est l'enlisement dans l'aliénation. Hein. C'est véritablement être dupe de valeurs qu'on vous inculque ou on vous fait croire que vous donnez un sens à votre vie, quand au contraire, en fait, tout ce que vous êtes en train de faire est déjà préconçu par d'autres à un autre niveau. Donc pas du tout de découragement par rapport à des initiatives multiples, nouvelles, etc. Et pas de nostalgie non plus sur le passé. Alors, l'État est derrière nous et le politique est entièrement rentré dans le marché. Je veux dire, ça s'est joué dans les 10 dernières années, entièrement. Je veux dire, plus aucun homme politique n'est pas à la fois sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils y arrivent. Et tout le temps, ce sont les voix apparaissent comme des enjeux de marché. Et puis, sans parler des enjeux financiers, effectivement, des campagnes politiques pour lesquelles d'aucuns sont poursuivis, etc. Donc, le politique est véritablement un des champs passés par le marché. C'est pas du tout une raison pour déserter le politique. Ça peut être une raison, en revanche, pour inventer d'autres modes d'action politique au niveau dans lequel on se trouve. Hein. Je veux dire, c'est pas la peine d'aller chercher loin. Je pense que dans les groupes, dans les champs sociaux, les institutions, etc., dans lesquels nous nous trouvons chacun a la possibilité d'inscrire sa propre parole critique, d'inscrire sa conscience critique. Personnellement, moi, je le fais dans le champ dans lequel je me trouve, l'anthropologie. Je pense que dans le travail social, il y a beaucoup, de conscience critique qui sont en jeu, qui se bousculent. Ça a toujours été d'ailleurs un champ où les débats sont passionnants et sont multiples, parce que c'est effectivement le champ qui est le plus en prise avec les contradictions qu'inscrivent les processus économiques dans les rapports sociaux. Donc je crois que chacun, au niveau où il se trouve, peut inscrire de la conscience critique sans faire de cette conscience critique, effectivement, une légitimation de l'inaction et du renfermement sur soi, etc. Mais encore une fois, mieux vaut s'éloigner de la croyance. Oui, une saine mise en doute et critique. Encore une question là-haut, et après on va faire la pause. Voilà. Merci pour vos exposés et pour les précisions que vous nous avez apportées. J'écoutais notamment dans votre présentation du marché et de la toute puissance de ce marché qui engloberait, y compris ou qui justifierait ou que nourrirait plutôt les démarches parallèles qui viendraient renforcer cette puissance de marché. Je me posais une question moi, par rapport à certaines démarches bancaires. Il se trouve qu'actuellement, on voit poindre depuis un certain nombre d'années des banques qui se disent éthiques, soit en France d'ailleurs, ou même dans d'autres pays européens, donc qui souhaitent se positionner différemment par rapport à une approche de la finance. On a même un organisme qui s'appelle Finansol et qui porte un regard critique aussi, puisqu'il agrée ou non certaines démarches bancaires. Voilà, quelle est votre position, votre regard par rapport à cette réalité-là? Alors, dans le marché, en dehors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Non, alors là, véritablement, je serais très claire, hein, les banques éthiques, elles ne sont pas plus éthiques que n'importe quelle banque. C'est effectivement, on est en plein dans le champ financier, et là je crois qu'il faut aller du côté du travail des économistes, hein, des économistes hétérodoxes, qui montrent comment l'ensemble de ces instruments financiers, soi-disant nouveaux, éthiques, solidaires, etc., rentrent en plein dans un accroissement de la finance. Hein. Je veux dire, banque éthique ou microcrédit, on est dans de nouveaux instruments financiers. Bon, là, je crois qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté de ce côté-là. L'illusion n'a pas de sens. Hein.
on peut entretenir aucune illusion. Hein. J'étais assez déprimé après votre intervention. Oh non. Vous avez après repositionné certaines choses. Il y a quand même des lueurs d'espoir. Bien sûr. Merci. J'ai un petit problème sur l'utilisation du terme marché. Oui. C'est-à-dire qu'on utilise le terme marché, vous l'utilisez comme une bête noire, comme s'il n'y avait qu'un marché, alors qu'il y a plusieurs marchés. Est-ce que c'est pas une forme nouvelle de langage pour parler du capitalisme, très clairement? Et puis ma question c'était, est-ce qu'il n'y a pas un fondement anthropologique du marché? C'est-à-dire, est-ce que toutes les sociétés n'ont pas été fondées sur des systèmes d'échange et de marché, monétarisés ou pas? Et donc, quand on utilise le terme de marché, il faut faire attention et dire de quoi on parle précisément là-dessus. Est-ce qu'on parle du système d'échange, du capitalisme, là-dessus? Donc je pense qu'il y a à préciser les termes pour éviter un peu les confusions ou les modes de langage aussi. Alors, oui, j'utilise, en fait, si vous voulez, je vais prendre un détour anthropologique, puisque la problématique des rapports marchands en anthropologie, elle est principalement le fait d'anthropologues de l'anthropologie économique marxiste, qui effectivement s'interroge à un moment donné sur l'inscription de rapports marchands qui arrivent donc avec la colonisation dans des sociétés qui sont par définition fondées sur autre chose que le marché et qui n'ont pas connu le marché. Donc c'est j'emploie le terme marché dans la lignée de ces travaux anthropologiques qui questionnent pourquoi et comment va être pris le rapport marchand. Donc très clairement, j'emploie pas le terme de marché dans le sens les marchés, comme vous le trouvez dans les médias. Hein. Je veux dire, à un moment donné, j'ai parlé des marchés pour parler de l'évaluation, parce que là, je veux dire, l'évaluation des États par les marchés. Mais quand je parle de marché, c'est donc de rapport marchand au sens propre. Alors, sur le fait qu'il y a des sociétés qui ne connaissaient pas le marché, mais qui connaissaient l'échange, qui ne connaissaient pas la monnaie, mais qui effectivement ont érigé des médias comme différents types de médias. Hein. Je veux dire, dans tel endroit, dans le Pacifique, par exemple, les médias pour l'échange des femmes vont être des nattes qui sont faites à partir de raffia. Dans tel autre, vous allez avoir de la monnaie de sel. Dans tel autre, vous allez avoir des échanges qui vont s'inscrire. Enfin, donc il y a création de médias pour effectivement construire l'échange. La création de ces médias pour construire l'échange, puisqu'effectivement on peut pas imaginer une société entièrement fermée. Une société fermée est une société morte. Une société qui peut pas se développer. Hein. Mais la création de ces médias pour construire différents types d'échanges ne revient pas à considérer ces échanges comme des rapports marchands. Je crois, et bon, je ne veux pas refaire ni un cours d'anthropologie économique, ni passer pour une marxiste avérée. En plus, c'est pas mon profil, hein, loin de là. Mais je pense que là, il faut tout simplement à la fois revenir à ces travaux d'anthropologie économique et revenir tout simplement aux textes fondamentaux de Marx sur les rapports marchands et sur l'introduction de la marchandise et le fétichisme de la marchandise. Alors après, on peut faire un saut jusqu'à Baudrillard, hein, ce qui, de mon point de vue, est très salutaire de relire aujourd'hui Baudrillard. Hein. Je vous renvoie pour ça, je ne sais pas si vous le connaissez, le livre de Baudrillard paru dans les années 70 qui s'appelle La société de consommation. Mais donc l'échange, les sociétés, l'échange à un sens précis, je veux dire, il est aujourd'hui une part de marché, parce qu'il est rentré dans une idéologie. Je veux dire, en tant que notion idéologique, il est un mythe qui fait fructifier le marché. Des sociétés se sont basées de tout temps
sur des échanges qui ont été plus ou moins sacralisés et dont les médias ont été l'objet soit de sacralisation religieuse, soit, je veux dire en tous les cas, de légitimité politique, mais on est sur des phénomènes qui sont très très différents. Donc si vous voulez, j'emploie le terme de marché et de marchandise dans cette perspective, qui est une perspective que vous pourrez juger ancienne, mais qui en tous les cas pose la question de la séduction de la marchandise, l'attraction de la marchandise. Pourquoi la marchandise attire? Et ayant vécu et travaillé sur ces sociétés du Laos, du Vietnam et de la Chine, c'est une question qui surgit de manière fondamentale. En particulier, moi j'étais au Laos en 93-94. Il n'y avait rien, on sortait d'une période de quasi-famine, il n'y avait pas de biens sur le marché, il n'y avait pas de marché, quasiment pas de marché, et donc c'était extrêmement intéressant de voir, si vous voulez, comment le marché s'est réenraciné dans la société, et pourquoi, comme au Vietnam, la marchandise a effectivement acquis cet attrait. Et ça, c'est une question qu'on est obligé de se poser à partir des collectifs, des sujets, des acteurs collectifs, des sujets individuels, et c'est précisément là où je dirais je ne suis pas du tout ni déterministe ni pessimiste, parce que c'est pas une question, on ne peut pas considérer, si vous voulez, que la marchandise est simplement un objet de manipulation ou simplement un instrument de complot. Un complot capitaliste lointain. Non, la marchandise, ça marche quand ça s'introduit pour des raisons particulières, dans des sociétés particulières, et c'est bien ça, enfin, c'est ce que j'ai voulu, ce à quoi j'ai voulu vous ouvrir, que le sens de l'argent n'est pas donné, il est un produit et une production significative. Bien, merci. Et donc, on va faire la pause. D'autres questions seront possibles après l'intervention de M. Martin, selon le temps qu'il nous reste. Voilà, donc je vous invite à aller faire la pause et de profiter d'un café.